Salut les amis de la terreur, bienvenue sur la chaîne Sturpy Horror Stories. Alors je sais pas vous, mais moi ça m'a toujours intrigué les catacombes de Paris. Alors du coup je vous invite à une visite guidée dans les tunnels obscurs des catacombes, où on va apprendre pas mal de trucs, mais accrochez-vous, parce qu'on part en compagnie de deux youtubeurs qui vont faire une rencontre abominable. Après ce qui est arrivé, moi j'aurais pas posté la vidéo, mais eux l'ont fait. Et comme dans un enchevêtrement de plusieurs réalités, j'ai invité Delphine, une abonnée de Sturpy Horror Stories, à devenir un des personnages de cette histoire terrifiante. Alors si tout comme Delphine, vous souhaitez devenir un personnage virtuel d'une des prochaines histoires, eh bien je vous invite à laisser votre prénom et quelques adjectifs en commentaire, des adjectifs qui définissent votre caractère, votre personnalité, et vous serez plongé dans un creepypasta terrifiant, tout comme Delphine, que je remercie d'ailleurs pour sa fidélité. J'avais posté une annonce sur les réseaux, Facebook et Instagram, et du coup j'ai eu quelques réponses, donc bientôt il va y avoir d'autres invités dans les prochaines histoires qui vont arriver sur la chaîne. Mais pour l'heure, je vous laisse donc en compagnie de Delphine, JP et Fonzie, qui sont lâchés dans les sous-sols de la ville lumière. Alors installez-vous tranquillement, mettez votre casque, et partez à la rencontre de la relique des catacombes. Et rappelez-vous toujours de cette phrase de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Salut les potos, c'est JP d'Urbex Adventure, on est actuellement sous Paris pour enquêter sur l'existence d'un laboratoire secret où des recherches et des expériences cheloues auraient eu lieu. On nous a parlé d'un certain labo G22 où une équipe de chercheurs aurait clandestinement réalisé des expérimentations génétiques et serait mort sur place. Aujourd'hui, Fonzie et moi, et deux de nos abonnés, on part à la recherche de ce mystérieux laboratoire et je peux vous dire qu'on s'est bien renseigné et qu'on tient une piste. Mais cette fois, ça s'est pas du tout bien passé les amis. Avec l'équipe, au début, on voulait pas poster cette vidéo. Parce que, vu la tournure tragique que ça a pris, on voulait tout arrêter. Et aussi pour d'autres raisons cachées que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc finalement, après des semaines de réflexion, et malgré un procès en cours, on a quand même décidé de publier l'épisode qui suit. Il risque d'être rapidement banni de YouTube. Alors découvrez vite la vérité avant qu'elle ne disparaisse. Bienvenue dans ce nouvel écho du crépuscule. Dans les boyaux obscurs et putrides de la ville de Paris, l'horreur s'est larvée en une moisissure qui patiente. Comme toute forme de vie, elle n'aspire qu'à se répandre. Et pour ça, elle devra se nourrir. Une araignée, un scolopendre, un rat, une chauve-souris feront l'affaire. Mais ce qu'elle préfère, ce sont les êtres qui se déplacent sur deux pieds, l'espèce de ceux qui l'ont engendrée. Comme vous le savez, sur la chaîne YouTube Urbex Adventure avec Fonzie, on aime se lancer des défis et inviter nos abonnés à participer aux explorations avec nous. Vous avez été nombreux et nombreuses à participer au concours. C'est finalement Delphine et Damien qui ont été tirés au sort. Ils sont encore à la surface avec notre poteau Fonzie, mais ils vont nous rejoindre dans quelques minutes. Alors ici, pas de réseau, pas de wifi, on pourra pas faire de direct, mais je vais tout filmer de A à Z. L'équipe d'Urbex Adventure dédie cet épisode à notre regretté poteau Fonzie. Repose en paix mon pote, et c'est pour toi qu'on poursuit l'aventure. Vos hommages à la mémoire de Fonzie sont les bienvenus en commentaire, mais on ne tolérera pas les remarques déplacées. Les catacombes, 300 km de dédale sous le macadam. 11 000 mètres carrés de labyrinthe en compagnie de 6 millions de cadavres. Les sous-sols de Paris. Une infime partie accessible au public. Mais surtout, une partie immergée, interdite, qu'on est en train d'explorer et où le pire est arrivé. Mais non, on ne quitte pas le bateau les amis, l'équipe d'Urbex Adventure veut que vous sachiez ce qui est arrivé. Ça peut paraître tentant de descendre dans les souterrains de la capitale, mais là ce qu'on veut, c'est vraiment vous dissuader. On a rencontré pas mal de gens cool là-dessous. Des artistes, des fêtards, et aussi ceux qu'on appelle les architectes, qui retapent les pièces délabrées et ouvrent certains passages obstrués. Mais il n'y a pas que des mecs cool comme vous le constaterez si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, n'oubliez pas le pouce et l'abonnement. Il y a toute une organisation dans les catacombes. Mais nous, on va s'aventurer dans les passages les moins fréquentés et on va même trouver un passage oublié depuis des décennies. Parce que non, c'était pas un fake, le labo G22 existe bel et bien. Allez,
On redescend 20 mètres sous Paris avec notre regretté ami Fanzi, qui nous manquera à tout jamais. Bon les amis, je vous préviens, on reste groupés, on suit Fanzi. C'est lui qui connaît et qui a le plan. Parce que là, on n'a pas Google Maps, et on voudrait pas non plus perdre nos précieux abonnés. Ok, tout le monde a sa lampe frontale, sa lampe manuelle au cas où, son équipement, à boire, à manger. Bon, on est parti pour une nuit entière de marche dans les entrailles de la ville. Si le labo se trouve bien dans la zone qu'on nous a indiquée, je dirais qu'on en a pour 4-5 heures. Et oui, on a cherché les accès plus proches de la zone, mais apparemment elle n'était pas reliée avec les galeries qui mènent au labo. C'est bien ça, Fanzi? Affirmatif. Il y a beaucoup de points d'accès qui ont été condamnés dans les années 90. Celui qu'on va pratiquer aujourd'hui, il a été ouvert la semaine dernière par un petit groupe de cataphiles. Ils fréquentent le forum privé d'Urbex Adventure. Ça va sans dire que si on trouve rien, ils seront bannis du forum. Hein. Mais ça commence mal. Après seulement 15 minutes, notre abonné Damien est pris d'une crise d'angoisse. Je me sens pas bien, faut que je sorte. On va perdre un petit peu de temps, mais évidemment, on peut pas le forcer à nous suivre. On est obligé de faire demi-tour pour le ramener à la surface. On ressort par le local technique où on était entré, et on le raccompagne jusqu'à la sortie. Bon, c'est ok pour toi, Damien? Ouais, ça va, mais je suis vraiment désolé, je peux vraiment pas. Pas de problème, on comprend. Ça ira pour rentrer chez toi? Ouais, pas de problème. Je vais pas vous retarder plus. Ok, ça marche. À bientôt, Damien. J'ai revu Damien quelques semaines après le drame. Et vous vous en doutez, il s'est félicité d'avoir changé d'avis. Ce qu'on aurait dû faire aussi. Mais les dangers font aussi partie de l'aventure, donc nous voilà repartis. Et ça va de soi, on a aussi une pensée toute spéciale pour Delphine, notre abonnée, de laquelle on a flouté le visage et transformé la voix par respect pour sa famille. Donc là, on vient de passer par le local technique d'une station de métro, dont on taira le nom, et on avance dans le réseau des égouts. Faites gaffe de pas glisser dans le collecteur. Accrochez-vous à la main courante sur votre gauche. Vous le saviez déjà si vous êtes un habitué de la chaîne, mais Fanzi était cataphile et connaissait bien les dangers des sous-sols parisiens. Delphine, ça va? On t'entend pas beaucoup. Je suis assez impressionné par l'ambiance et j'avoue que je comprends que Damien ait voulu abandonner. Ouais, faut pas être claustrophobe pour venir ici, c'est sûr. Il est pas trop sensible aux odeurs non plus. Notre odorat va s'habituer petit à petit. Et puis quand on aura passé ce réseau d'égouts, normalement, ça sera un petit peu plus sec, il y aura moins d'odeur. Et je vous rappelle que la voix de Delphine a été modifiée par respect pour sa famille. Sachez que ce genre d'expédition ne se fait pas au hasard, sur un coup de tête. On avait planifié notre parcours avec une carte récente du réseau souterrain, on s'était renseigné auprès des autres cataphiles pour connaître les nouvelles ouvertures possibles et pour éviter la police des catacombes. Ceux qu'on appelle les cataflics. Non, c'est pas une blague les amis. On avait aussi un bon équipement, un kit de secours et des chaussures bien étanches. Pour ce qui est de l'histoire du labo, on n'avait pas beaucoup de facts. L'anecdote sur la mort des 3 chercheurs à l'intérieur même du labo provenait d'une source parallèle à celle de notre réseau. Des avis de recherche pour personnes disparues au nom des 3 prétendus scientifiques. Donc il était possible que le lien soit foireux. Toujours est-il que même sans mort à l'intérieur, l'existence du labo restait probable. Et comme je vous l'ai dit, ça s'est vérifié. Spoiler alerte, l'anecdote des cadavres aussi était vraie. Même si ce qu'on a retrouvé ne ressemblait plus vraiment à des cadavres. À notre connaissance, il n'y avait eu aucune enquête. Un éboulement avait obstrué le passage vers le labo en enterrant la vérité avec lui il y a bien longtemps. Sur place, j'ai également trouvé un compte-rendu des expériences ayant eu lieu dans le labo. Je l'ai emporté dans ma fuite, mais je vous en reparlerai plus tard. Delphine me suit de près. Nous débouchons sur une galerie qui semble sans issue. Fanzi est aussi dépité que moi. Ah, c'est la merde. Normalement, il y avait une chatière ici pour passer de l'autre côté. Ah merde, cul-de-sac alors. On dirait bien. Va falloir qu'on revienne sur nos pas pour trouver un autre accès. On appelle chatière les petits passages découpés à travers les grillages de portes ou percés dans les tunnels que la mairie de Paris a fait fréquemment reboucher. Les catacombes sont un monde en perpétuelle évolution. C'est aussi le paradis des taggeurs. Et la pièce dans laquelle on se trouve est recouverte de tags du sol au plafond. Certains ont une histoire, un petit peu d'étain, poli par le temps, et se mélangent au plus récent avec des couleurs vives. Delphine est subjuguée. Les mecs qui ont fait ça sont quand même des artistes. Et j'avoue que moi aussi, je suis subjugué. Clairement. Par exemple, ce rapace là qui tient un rat dans ses serres. On dirait qu'il va sortir du mur. Fanzi, tellement habitué, n'y prête pas une réelle attention. Il consulte le plan pour trouver un nouvel itinéraire. Y a pas mal de sculpteurs qui viennent ici mettre un petit peu de vie. On balance pas mal de conneries sur les gens qui fréquentent les sous-sols de Paris, mais en vrai, la plupart sont des gens cool. En tout cas, les vrais cataphiles ont du respect entre eux, et aussi du respect pour les lieux. Il voyait le mal nulle part, Fanzi. Et c'était pas seulement pour ça qu'on l'aimait tant. Tu vas nous manquer, mon pote. Je vous le dis, les amis, descendez pas là-dedans. Je sais que c'est la mode, je sais que c'est excitant, mais vraiment, n'y allez pas. Moi, perso, j'y retournerai plus jamais de ma vie et je me prépare même à quitter Paris. Ah, attendez les gars, je crois qu'on va pas être obligé de trouver une autre voie. Ah ouais, trop malin. Alors là, à la lumière des frontales, on voit pas très bien, mais Fanzi vient de découvrir une sorte de trappe dérobée, en plâtre. Une fausse cloison, si vous préférez.
et je lui demande qui aurait bien pu faire ça. Ça, c'est l'œuvre des architectes, ceux qui retapent les pièces. En 2004, on avait même retrouvé une salle de cinéma et un restaurant. Ce que dit Fonzie est totalement vrai, on en avait même parlé aux infos. Certains pensaient que c'était l'œuvre d'une société secrète. Parce que, après la découverte par la police des 2 salles aménagées, avant qu'ils ne reviennent pour tout récupérer et ouvrir une enquête, les lieux avaient été complètement vidés, il restait plus une trace. Pourtant, la police avait trouvé sur place énormément de matériel. Non seulement un projecteur, des rangées de strapontins, un écran et des films des années 50, à l'intérieur d'une pièce recouverte d'une magnifique fresque peinte à la main. Et tout ça avait disparu. À part la fresque, évidemment. Apparemment, les auteurs avaient laissé un mot en disant « N'essayez pas de nous retrouver ». Et on ne les a jamais retrouvés. Des années plus tard, un groupe de cataphiles mexicains aurait revendiqué les faits, mais j'en sais pas plus sur l'histoire. Vous pouvez vérifier, je vous mets le lien de la vidéo en description. Toujours est-il que Fonzie a réussi à ouvrir l'ingénieuse trappe qui se confondait avec les graffitis de la galerie et qu'on est passé de l'autre côté. Et là, je m'étonne de voir de la lumière. C'est une rame de métro désaffectée. Elle sert juste au service technique, mais je sais de source sûre qu'il y a des caméras. Malheureusement, on va devoir passer parce que c'est la seule issue vers notre objectif. Derrière moi, Delphine semble inquiète. Et y a vraiment une police des catacombes? Fonzie lui confirme. Ah, il y a clairement un risque de se faire pécho par les cataflics, surtout si on nous voit sur les câbles de surveillance. Normalement, la zone derrière la rame de métro est safe. Et à partir de là, on ne devrait plus rencontrer personne. Va falloir passer en faisant gaffe aux câbles électriques dénudés. Surtout pas toucher les rails qui peuvent être électrifiés. Ah bon, l'élec passe par les rails? Ah oui, l'électricité du métro est fournie par le 3e rail ici au milieu là. On l'appelle le rail de traction, 750 volts. Cette station sert occasionnellement pour les services techniques. C'est pour ça qu'elle reste branchée et qu'il y a des câbles. Donc va falloir être furtif les gars. Caméra fixe? Ah bah non, sinon ce serait trop facile. Cam à détection de mouvement. Elle pivote dès qu'on passe trop près. Mais on va tâcher de trouver un angle mort. À ce moment-là, Delphine et moi, on n'est pas très rassurés. Mais on fait confiance à Fonzie et on le suit en direction des voies du métro qui s'enfoncent à l'intérieur d'un tunnel hyper sombre. Fonzie nous remet en garde. Bon, maintenant les gars, va falloir y aller à pas de loup. Et on garde le silence jusqu'au bout du tunnel. Il doit faire environ 300 mètres. Prêt? Prêt? Prête. Ok, go. On s'élance sur le rebord étroit, le dos plaqué à la paroi. À ce moment-là, mon cœur est au taquet. On sait qu'on n'a pas intérêt à se faire choper. Finalement, il aurait sûrement mieux valu que quelqu'un nous arrête, mais... Spoiler alerte, on a passé le tunnel sans se faire repérer par les caméras de surveillance. Et pour cause. Celle-là est en panne. On a de la chance. L'esprit de ce bon vieux Phil est avec nous. Et là, pendant que Fonzie saute de l'autre côté des rails, notre abonné Delphine devance ma question. C'est qui ce bon vieux Phil? Un pote? Ouais, un vieux pote, en quelque sorte, ouais. Bon, la frérot, t'en dis trop ou pas assez, hein? Faites gaffe, sautez bien par au-dessus, sans toucher les rails. Eh bien, Phil, c'est le saint patron des cataphiles. Philibert Asper, c'était un portier à l'ancienne abbaye de Val-de-Grâce. Il s'est perdu dans les catacombes en 1793. On a retrouvé son corps que 11 ans plus tard, en 1804. Sérieux? Ah ouais, sérieux. C'est dommage, on passera pas devant son tombeau qui se trouve sous la rue Henri Barbuse. C'est dans le grand réseau sud. À l'époque, la révolution n'était pas terminée, personne n'avait vraiment fait gaffe à sa disparition. À ce moment-là, je crois dur comme fer que Fonzie nous fait marcher. Mais après vérification sur Wiki, je confirme que l'histoire de Philibert Asper est bel et bien réelle. Je vous mets aussi le lien. On continue de cheminer dans le dédale sombre. On se trouve maintenant à l'intérieur d'une galerie voûtée et je dois baisser la tête pour avancer. De chaque côté, des supports de câbles sortent des murs comme des épées. Delphine, aussi perplexe que moi et un peu plus curieuse aussi, se renseigne. Mais qu'est-ce qu'il faisait là alors, lui? Qui ça? Fonzie était déjà passé à autre chose. Philibert, le saint Et patron. moi aussi j'ai envie de savoir. Oui, est-ce qu'on sait pourquoi il traînait dans les catas en pleine révolution? On dit qu'il aurait eu l'intention de se rendre dans les caves, sous le jardin du Luxembourg. Là où des moines avaient installé une distillerie. Il voulait piquer quelques bonnes bouteilles. Mais en vrai, on n'a jamais rien su vraiment de ses réelles motivations. À l'époque, le mec il avait juste une torche qui a dû s'éteindre à un moment et il s'est retrouvé dans le noir total. Ah ouais, flippant. Délire, ouais, je me vois mal avancer comme ça à l'aveuglette dans ce labyrinthe. Il est probablement mort de soif, on sait pas vraiment. Il a peut-être fait une chute mortelle? C'est possible, mais peu probable, vu l'endroit où on a retrouvé son corps. Mais de toute façon, 11 ans plus tard, et avec les moyens d'enquête de l'époque, la cause du décès était impossible à définir. Ah, regardez où on arrive. On vient de glisser à l'intérieur d'un interstice donnant accès à une immense salle que prolonge un tunnel vers le nord. A priori, l'endroit ne me dit rien de spécial et je me doute qu'on n'est pas encore arrivé jusqu'à l'hypothétique labo G22. Je tourne la caméra vers Fonzie qui nous explique.
Alors ici, normalement, ça aurait dû être un entrepôt pour les nazis durant la Seconde Guerre. Mais les Alliés ont débarqué, ils n'ont pas eu le temps de terminer les travaux. C'était destiné à faire arriver les chargements de missiles V2. Regardez, ils n'ont pas eu le temps de finir la pose des rails, là. On s'en doutait déjà, mais les graffitis autour de nous indiquent que pas mal de monde est déjà passé en ces lieux. Pour trouver le labo G22, il faut encore s'éloigner de la civilisation. Le plan indique que 2 strates se rejoignent derrière la paroi est. Je vais grimper là-haut et voir si je trouve une ouverture. Dans le mur délabré, il y a des pierres saillantes. Fanzi les utilise pour atteindre une alcôve perchée à 7 ou 8 mètres du sol. À sa manière de grimper, on voit que Fanzi ne manquait pas d'entraînement et qu'il était un grimpeur aguerri. Peace, frérot. Des bonnes vibes éternelles à toi. Alors frérot, tu vois quoi de là-haut? Je vois vos tronches de cake. Non, sérieusement, je sens un filet d'air, mais malheureusement pas d'issue et pas non plus de fausse porte cette fois. Ça va prendre plus de temps, mais on va essayer de contourner par le tunnel pour trouver la chatière qui mène à la zone oubliée. Et pendant que Fanzi redescend, notre abonnée Delphine admire les tags. Ça avait vraiment l'air d'être quelqu'un de sympa, un peu rêveuse. Elle était adepte du chamanisme et amoureuse de la nature. On regrette de l'avoir embarquée là-dedans. Mais elle n'aurait pas abandonné car, comme elle nous l'avait confié, c'était quelqu'un de déterminé qui aimait l'aventure. Et donc ce fameux labo qu'on essaie de trouver, personne n'y est jamais allé avant? Fanzi en sait plus que moi, mais d'après notre informateur, c'est un groupe de cataphiles de l'extrême qui est tombé dessus la semaine dernière, en perçant une paroi. Derrière, il y avait toute une série de galeries jamais explorées depuis les années 80. Et ça serait probablement durant ces années-là que le labo aurait été conçu par des chercheurs qui ont été bannis du cercle scientifique traditionnel. Bon, vous vous doutez bien qu'à l'heure où sort cette vidéo, les autorités ont de nouveau condamné l'accès à l'endroit après un minutieux nettoyage. L'enquête est encore en cours, donc je peux pas vous en dire trop à part raconter ce qui nous est arrivé. Heureusement que j'ai filmé, c'est ce qui m'a disculpé, même si pour l'instant je reste toujours à la disposition de la justice comme témoin principal. Les captations originales ont évidemment été confisquées par la police, comme pièce à conviction, j'en ai heureusement fait une copie. Vous allez voir que moi non plus, je ne suis pas passé loin de mourir là-dessous. J'ai bien cru que je ne reverrai jamais la surface. Fanzi redescend le long du mur. Allez, suivez-moi, on va contourner la salle par le nord. Normalement, on devrait tomber sur un local technique inoccupé à cette heure-ci. Et de là, on pourra rattraper la trajectoire qui mène vers les nouvelles galeries qu'on veut atteindre. Si, évidemment, les infos qu'on a chopées sur les réseaux sont véridiques. Delphine secoue la tête en scrutant les détails du décor. Elle est comme moi, elle découvre cet univers fascinant, à l'abri des regards et des préoccupations du monde d'au-dessus. 11 000 mètres carrés, ça procure un vertige à l'horizontale si on y pense. Alors je vous fais un petit peu d'histoire, mais en réalité, ce qu'on appelle les catacombes n'en sont pas techniquement. Parce qu'en réalité, on n'a jamais enterré personne dans les sous-sols ici. À la base, c'était des carrières de pierre exploitées par des entrepreneurs, des carrières reliées entre elles par des tunnels d'inspection. Depuis les Romains, au temps où Paris s'appelait Lutèce, et pendant des siècles, on a creusé pour en extraire notamment du calcaire, du gypse et d'autres minéraux de construction. Et à cette même période, les cimetières bondés de la capitale débordent et causent des effondrements, propagent des odeurs pestilentielles et surtout des maladies. À l'époque, les cercueils étaient sommaires, voire inexistants. Alors 6 millions de squelettes seront déplacés des cimetières jusque dans les anciennes carrières, qui deviendront les catacombes. Et puis on continuera à construire la ville de Paris sur ce gruyère de fondation. Durant la guerre de 1939-45, un appartement y sera même aménagé sous la rue des Feuillantines, à la demande du chef du gouvernement de Vichy qui comptait s'y abriter. Les travaux ont eu lieu, on a même raccordé l'électricité. Mais le refuge n'a jamais servi, à part pour emprisonner brièvement des collabos à la fin de la guerre. Les Allemands avaient aussi de leur côté créé quelques aménagements, des planques et entrepôts, comme on a pu le voir plus tôt dans la vidéo. Et le temps que je vous dise tout ça, Delphine, Fanzi et moi, on arrive devant une porte métallique avec des barreaux. Fanzi sort son passe de son sac à dos pour crocheter la serrure. Delphine demande « Est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé dans le labo qu'on recherche? On va être les deuxièmes à le visiter si on le trouve. On a très peu d'infos directes, vu que c'était un labo clandestin. Tout ce qu'on sait, c'est que les gars qui l'ont trouvé mardi dernier n'ont rien touché. Ils ont mis les photos sur le forum privé. On voit des machines Zarbi, des tubes à essai, des frigos, une table d'opération, et aussi des vieux ossements. Proviennent sûrement de l'ossuaire. C'est probable. Bah, c'est pour ça qu'on y va. Faut vérifier. Il y a aussi une porte métallique que les gars n'ont pas réussi à ouvrir. On aura peut-être plus de chance. Possible que ce soit juste un Fred? À ce moment-là, Fanzi parvient à ouvrir et on descend un escalier métallique qui s'enfonce dans l'obscurité. Ouais, possible que ce soit un thread, mais ça m'étonnerait quand même. Il n'y a pas beaucoup de mythos sur la section privée du forum, non? Ça, j'en sais rien. Puis l'info n'a pas encore été rendue publique, donc c'est pas pour faire du viral. Les gars n'ont pas voulu en faire une info à sensation. Ouais, contrairement à nous, c'est pas des youtubeurs, quoi. Exactement. D'ailleurs, si on met la main sur le labo, on fera un geste avec la chaîne pour les remercier de nous avoir rencardés.
Merci les frérots. Merci les potos. On arrive sur les dernières marches. Et là, on doit être à plus de 25 mètres sous terre. Pendant qu'au-dessus de nos têtes, la vie nocturne de Paris s'écoule sans avoir connaissance de ce qu'on est en train de faire. On marche, on rampe et on se faufile dans des chatières depuis déjà 3 heures. On commence à fatiguer, mais en même temps, on est de plus en plus exalté. Après ce qui est arrivé, je me dis qu'on aurait mieux fait de se perdre et d'abandonner. Seulement, à ce moment-là, c'était l'excitation de la curiosité qui nous poussait. Et on pensait qu'à la chouette vidéo qu'on était en train de faire. Fonzie était au taquet, et avec Delphine, on avait du mal à suivre. Il y a de moins en moins de taille. On sent qu'on approche d'une zone très peu fréquentée. À partir de là, je me suis jamais aventuré. On touche au but, les gars. Il jette un coup d'œil au plan et moi j'en profite pour changer la batterie de la caméra et brancher l'usager sur mon chargeur portable. Je change aussi la carte mémoire, on reprend nos sacs et on repart. Ah, faites gaffe, il y a un trou ici. Assez grand pour y passer une jambe. Le sol et les murs ont l'air friables. On va bien regarder où on marche. Il peut y avoir des risques d'éboulement à certains endroits. Le froid s'est accentué et on sent que nous arrivons dans une zone très humide. Les murs avaient dû être couverts de chaux ou quelque chose comme ça, mais ça a bruni avec le temps et ça ressemble à une espèce de rouille poisseuse. Je passe mes doigts sur une paroi. Ah, c'est gluant, ça sent le moisi. Ah oui, c'est des sédiments. Il doit y avoir un tas de résidus liquides qui soignent depuis les égouts au-dessus. Je te déconseille de mettre tes doigts dans la bouche. Ah ouais, je me nettoierai les mains avant la pause casse-croûte. Je pense qu'on mangera quand on aura trouvé le labo, si vous êtes ok. Pas de soucis pour moi, j'avoue que c'est pas un endroit qui ouvre spécialement l'appétit. Pareil pour moi, je pratique le jeûne intermittent, alors pas de problème. Ok, alors on continue. On marche encore pendant une éternité au cœur du silence et de la pénombre. Et là, je me dis que le retour va être pénible. Et malheureusement, je ne savais pas encore à quel point. Depuis un bon moment, on ne voyait plus de graves sur les murs. On se trouvait vraiment dans une partie oubliée des catacombes. Les grondements des rames de métro avaient disparu. On n'entendait absolument aucun bruit à part nos pas et notre respiration. On a atteint la zone. Ouah les gars, je sens qu'on va faire une découverte historique. Vous vous rendez compte? À part nos informateurs du forum, personne n'est au courant de cette histoire. Personne n'est venu ici depuis 40 ans. Là, les amis, on est sur du lourd. Et des vidéos comme ça, il y en aura d'autres, alors abonnez-vous pour ne pas les manquer. Je suis vraiment excité de participer à ce moment. C'est vrai qu'on n'était plus très loin du but. On s'attendait à du lourd et on allait être servi. Une double mauvaise surprise nous attendait, à quelques tunnels de distance. Parce que de base, on était censé croiser personne. Mais en levant la tête, Fonzie nous a fait remarquer une croix gammée blanche taguée au plafond. Il a mis son doigt sur sa bouche et a chuchoté. Ça a l'air frais. Quelqu'un est passé il y a pas longtemps. Là, on pouvait presque percevoir les battements de nos cœurs par-dessus un clapotis humide dont on se rapprochait. Il y avait des larges flaques d'eau et on essayait de ne pas faire de bruit en marchant dedans. Comme des idiots, on a continué à longer le tunnel au lieu de faire demi-tour. Et puis tout d'un coup, on entend des bruits et des voix. Il y a une pièce là-bas, d'où jaillit de la lumière. Ouais, c'est facile, on va tout péter, vas-y, défonce tout, Nobel. Fonzie s'excite. Putain, des casseurs, ils vont tout niquer ces connards. Encore un truc pour lequel on n'oubliera jamais notre frérot Fonzie. Son franc-parler et son habitude de jamais se déballonner. Il a couru jusqu'à la lumière sans chercher à comprendre. Oh là, oh là, oh là. Delphine et moi, on l'a rejoint. On tombe nez à nez avec 3 types, en bombeurs militaires avec des cagoules noires. En nous voyant, ils restent en arrêt, matraque et barre de fer à la main. On reste sur le perron, mais Fonzie s'avance à l'intérieur de la grande pièce en gueulant. Oh, vous faites quoi là? Vous êtes vraiment en train de tout péter, sérieux? Un des 3 mecs s'avance vers Fonzie, en brandissant sa matraque sous son nez. Il lève le menton. Tu veux quoi, toi? Et Einstein, regarde un peu la bande de petits branlos que les égouts nous ramènent. Ah, on dirait que la teuf fait que commencer. Fonzie ne bouge pas d'un poil, tandis que Delphine et moi reculons d'un pas dans l'obscurité du tunnel. Je préviens quand même les gars que tout est filmé et je tente un coup de bluff. Sachez quand même qu'on est là pour faire un reportage et que toute notre équipe va nous rejoindre et que les cataflics sont au courant. Pas de bol, mon bonhomme, je connais ton faciès et je connais ton blaze. On est branché sur votre forum. Alors tu vas me couper ta caméra. Et là, c'est son pote Einstein qui intervient. Mais non, on va laisser tourner. Tu veux du sensationnel pour tes abonnés, on va t'en donner. Nous aussi, on a des caméras, regarde. En effet, les types nous avaient devancés. Ils avaient installé 2 batteries, avaient branché des lampes à LED et posé 2 caméras sur des trépieds. Mais leur motivation n'avait rien à voir avec les nôtres. Dommage qu'on n'a pas de chaîne YouTube, on aurait pu faire une collab. L'ami Fonzie, fidèle à lui-même, attrape le type le plus proche par le col de son bomber, lui fait une clé de bras pour lui faire lâcher son arme et le jette à nos pieds, en dehors de la pièce. Je
Je suis éclaboussé par l'eau de la flaque dans laquelle il atterrit. Fonzie menace les deux autres avec la matraque qu'il a récupérée. Allez, barrez-vous de là, il y aura pas de mal. Mais fallait pas rêver. Les mecs refusent de lâcher l'affaire. Je vois tout d'un coup Fonzie se raidir, puis s'écrouler au sol dans un grésillement électrique. Un quatrième type a surgi d'un angle mort derrière lui avec un taser. Une décharge dans le cou, et Fonzie est tombé KO. Celui tombé à nos pieds se relève, la mine mauvaise. Il va d'abord ramasser sa matraque avant d'emprunter le taser à son comparse. Moi ça, Edison. Je vais bien les calmer, ces petites tarlouses. Il avance vers Delphine et moi, la tête en avant. 2 yeux et une bouche à travers des trous. Alors les blaireaux, on s'est égaré dans les vilains tunnels. Einstein il a dit qu'on allait faire une bonne vidéo. C'est con, on a déjà commencé sans vous. Allez, rentrez là-dedans. Je décide de plier sous la menace. J'entre dans le laboratoire. Mais derrière moi, notre abonnée Delphine refuse. Lâchez-moi. Le taser crépite. Le corps de Delphine heurte le sol mouillé. 2 des inconnus masqués la traînent à l'intérieur du labo. Attache-les, Edison. Gutenberg, donne-lui les colsons avec la pince. Et là, le chef de la bande, celui qui s'appelait Einstein, a pris ma cam manuelle et l'a posée sur un rebord. C'est ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Ma GoPro logée dans mon épaulière a continué de tourner. J'entrecoupe le montage avec des séquences exploitables, mais il y en a peu. Je n'ai évidemment pas pu récupérer la GoPro de Fonzie. Je sais déjà qu'avec les images horrifiques qui vont suivre, la monétisation de la vidéo va sauter, alors on n'a rien censuré. Juste pour que vous vous rendiez compte de ce qui est en train de se répandre en ce moment dans les souterrains de Paris. Il n'y a aucun trucage, et je vous avoue que le monteur de la vidéo a abandonné le travail et que c'est moi qui ai dû achever le montage. Je fais pas ça pour le fric, je le fais pour informer, pour alarmer. Personne ne mérite de subir un sort aussi atroce que celui de Fonzie et Delphine. À part peut-être les 4 types qui nous tenaient captifs. Parce que c'était des vrais salopards. Ils avaient déjà bousillé pas mal de matériel, renversé des étagères, broyé des tubes à essai. Couché comme un chien mort, un microscope rouillé gît au milieu de taches brunâtres sur le sol délabré. On devine, malgré le lissage du temps, des éclaboussures de sang délavées du sol au plafond. Une couche de crasse sédimentaire ronge les quelques carrelages qui s'accrochent encore au mur. La rouille pique un chariot métallique oublié dans un coin. Et en observant à droite de la porte d'entrée, je m'aperçois qu'un petit passage mène vraisemblablement vers une autre pièce. C'est de là qu'est sorti le nommé Edison avec le taser, avant de surprendre Fonzie. Mon ami reprend ses esprits. Delphine aussi rouvre les yeux, encore sonnée par le choc électrique. Nous sommes tous les 3 adossés contre le mur face à la porte, forcés à rester assis sur les débris de verre pilés, les mains attachées dans le dos. Un type retire sa cagoule, les autres l'imitent. Des crânes rasés. Le dénommé Gutenberg a une croix gothique tatouée au sommet du front, un regard noir, étroit, débordant de stupidité. C'est justement lui, assisté d'Edison, qui vient de nous bloquer les chevilles avec des colsons en plastique. Leur chef Einstein souffle en s'épongeant le front. Trop chaud là-dessous. Ouais, ça pique avec la transpi. Mais eux, ils vont voir notre gueule. On s'en branle. Les ordres, c'est de laisser ni trace ni témoin. Bébert va s'occuper d'eux. Malgré ce que leur chef vient de dire, je n'ai pas encore bien saisi ce qu'ils ont prévu de nous faire. Et surtout, je n'ai pas envie d'y croire. À ce moment, on est encore persuadé qu'on va s'en tirer. On a cru que c'était des vandales, mais en réalité, ce que j'ai capté quand ils parlaient entre eux, c'est qu'ils sont là pour honorer un contrat. Parce que la découverte du labo dérange, apparemment. Certaines personnes bien placées. C'est pour ça que je ne suis même pas sûr que cette vidéo restera longtemps en ligne. Si elle disparaît, vous aurez compris. La vérité sur ce qui se passe en ce moment dans les catacombes dérange. Des gens riches et influents. Des gens qui ont participé au financement du projet clandestin dans les années 70 et 80. Ce labo G22 constitue l'ultime preuve, celle qu'il faut détruire. Et les 4 inconnus sont là pour ça. C'était pas des agents secrets, ni même des mecs directement concernés, on avait juste fait appel à eux pour servir de petites mains, moyennant finance. Il est fort probable qu'on les aurait éliminés après leur mission, si l'horrible monstre à 2 têtes ne s'en était pas chargé. Oui, j'ai bien parlé d'un monstre à 2 têtes. Quelque chose qui existe et qui a repris vie au tréfonds des catacombes. On ne saura peut-être jamais qui est à l'origine de la construction de ce labo et qui l'avait commandité. Mais nos ravisseurs semblaient persuadés de servir la cause d'une extrême droite solidaire à leurs principes. Mais c'était tellement facile de manipuler ce genre de gars bas de plafond, en perçant leur ignorance et en les confortant dans leurs idéologies véreuses. Il y avait là Einstein, petit et trapu, qui donnait les directives, et 3 sous-fifres, Gutenberg, Edison et Nobel. Des cerveaux, les mecs, aucun doute là-dessus. Avec une moustache et coiffés d'un chapeau, on les aurait facilement confondus avec les frères Dalton.
Je pense qu'ils n'avaient pas la moindre idée de ce à quoi cet endroit avait été autrefois destiné. On leur avait apparemment demandé de tout casser et d'en apporter la preuve en vidéo. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Avec beaucoup de zèle, ils ajoutaient un côté prosélyte, promotionnel à leur réalisation cinématographique. Comme vous le voyez, le fameux Einstein se place devant notre caméra et ses comparses se déploient sur ses flancs. Ils effectuent un salut nazi et le chef prend la parole. Zig Heil, Zig Heil. Nous, on a pris le relais de la Securitate. On règne sur l'ensemble des édifices souterrains. Et on a capturé des gens peu respectueux. Et vous allez voir ce qui arrive quand on respecte pas nos règles. Et là, je comprends mieux le plan de ceux d'en haut, ceux qui les ont engagés. On leur a demandé de filmer pour apporter la preuve de l'accomplissement de leur tâche. Mais en réalité, cette vidéo était destinée à leur faire porter le chapeau. Fonzie s'agite dans ses liens. Il lance. Tout le monde sait que la soi-disant Securitate, c'est du fake. Un documentaire pipoté par la télé pour faire sensation et dissuader les gens de descendre dans les carrières. J'avais vu aussi le pseudo-reportage auquel Fonzie faisait référence, une archive de l'INA sur le Paris Underground des années 90. Un reportage monté de toutes pièces si on en croit les commentaires sous la vidéo, et surtout le mauvais jeu d'acteur des protagonistes. Pourtant, ces mecs prétendent appartenir à cette Securitate qu'on voyait intervenir sur l'archive bidonnée. Du grand n'importe quoi. Et pas très malin non plus, Fonzie croit bon d'ajouter. Eh, c'est vraiment vos blases, ça, Gutenberg, Edison, Einstein et Nobel? Moi, j'aurais plutôt dit Joe, Jack, William et Avril. Évidemment, ils apprécient pas la comparaison, ni le fait que Fonzie interrompe leur vidéo. Le plus grand d'entre eux s'approche et décoche un coup de ranger dans le menton de mon frérot. Je pète un câble. Putain, bande de fils de p***, c'est quoi votre problème, là? Le deuxième coup de sabbat militaire est pour moi. Ma lampe frontale est éjectée sur le béton, mais la GoPro tient bon. Je me débat dans les liens avec autant de rage que mon poteau sur ma gauche. La peur et la colère me prennent en étau. Les cordons en plastique lacèrent mes poignets. Sur ma droite, Delphine se met à hurler. Einstein lui a fourré une boule de papier dans la bouche. Plusieurs pages arrachées à un vieux cahier crasseux saisi sur le chariot rouillé. Puis il assène un coup de taser dans le cou de mes deux voisins qui tournent de l'œil. Nobel, va chercher la bière. Ah, ok. Ramène aussi la vodka et la bouteille de Sky. Ah, ok. Je me m'étais pas trompé. Il y a bien une pièce adjacente. Le fameux Nobel disparaît à droite de la porte d'entrée et revient avec un pack de bière. Il agite la tête en saccade à la manière d'une poule. Un vrai frigo, sens-moi ça comme elles sont fraîches. Parfait. On va s'en jeter une ou deux avant de finir le travail. Et on fait quoi de ces trois-là? Foulez au frigo, tant qu'on termine, puis on avisera de leur sort. Ah, ok. Fouille leur sac, voir s'il n'y a pas des trucs intéressants. Ah, ok. Je suis le premier à être traîné dans la pièce annexe. Apparemment, la porte a été forcée. Sûrement par eux. Car les cataphiles du forum avaient pris une photo de cette porte verrouillée et disaient qu'ils n'avaient pas réussi à l'ouvrir. Maintenant, elle reste béante. Nobel et Gutenberg me jettent au sol. Ici, il est sec et froid, plein d'aspérité, recouvert d'une sorte de vernis qui ressemble à de la bave d'escargot séché, ou à une peau pleine de squames, vue au microscope. Un relent éventé de vieilles charognes flotte dans la pénombre. Quelques secondes plus tard, Fonzie et Delphine inconscients sont balancés à mes côtés. Gutenberg plante une lampe près de l'entrée. Faudrait bien aussi s'occuper de la pièce, là, après. À côté de moi, Delphine et Fonzie sont toujours inconscients. Mes yeux s'acclimatent. Je scrute ce qui m'entoure à la faveur du halo de lumière provenant de l'entrée. Des murs dégueulasses, constellés de dégoulinades asséchées, comme vous le voyez sur les images de la GoPro. Au fond de la pièce, deux monticules ensevelis sous une espèce de croûte verdâtre ressemblent à d'énormes cloques de peinture solidifiées. Un peu plus près de moi, ce que j'ai d'abord pris pour des pierres apparaissent comme des fragments de crâne, des crânes soudés au sol par une couche de sédiments vitrifiés. Vous voyez, sur les images, on peut identifier clairement des débris d'os qui ressortent de cette espèce de vernis, dont en fait, tout le sol est recouvert. On sait maintenant que c'est sûrement le reste des scientifiques qui ont péri ici. Depuis le labo, me parviennent les rires stupides des 4 brutes qui font teinter leurs bouteilles en braillant. Ces imbéciles ne se posent même pas la moindre question sur la nature de l'endroit. Ils accomplissent leur mission en s'amusant comme des ados en pleine crise. Un comportement bête et méchant qui va déclencher la série d'abominations qui va suivre. Tandis que je me questionne sur le sort que nous réservent ces tocards, Fonzie revient à lui. Pendant un instant, il regarde autour de nous, hébété. Je lui explique. On est dans la pièce à côté du labo. Ils nous ont mis là en attendant de statuer sur notre avenir. Je sais pas ce qu'ils comptent nous faire, mais je crois qu'il s'est vraiment passé des trucs pas clairs ici. Tu m'étonnes. Oh merde, pauvre Delphine. Ce concours, c'était pas une bonne idée finalement. Toute cette expédition, c'était une idée foireuse. On pouvait pas deviner.
Et je comprends tout à coup comment ils comptent effacer les traces de leur passage. Mon regard s'est arrêté sur un jerrycan posé près de la porte déglinguée. J'espère qu'ils ont pas l'intention de nous brûler vifs. Tu vois ce que je vois? De l'essence, putain, ces mecs sont complètement à la ramasse. Et c'est à ce moment que 2 d'entre eux se pointent en titubant. Bébert, tu viens pour me la tenir ou quoi? Non, moi aussi j'ai envie de faire pleurer le colosse. C'est ton minuscule vermisseau que t'appelles un colosse? Ferme-la. Si je te la mets dans la bouche, tu diras plus Paris-Strasbourg, tu diras papa Sabour. Fonzie les interpelle. Et on peut savoir ce que vous comptez faire de nous? Gutenberg se plante devant nous. Il réajuste lentement sa lampe sur son large front, celle qu'il a volée à Delphine, faisant coulisser l'élastique autour de la croix gothique. Puis il se penche vers nous. Un nez écrasé de boxeur, un menton fendu en gousse d'ail, des petits yeux rapprochés et vicieux. Maintenant que t'as vu ma gueule, mec, on va devoir vous éliminer. Il approche sa bouche de mon oreille, et je sens son haleine alcoolisée quand il ajoute. Ici, il y a 0 témoin, 0 sauveur. Vous êtes pas sérieux, les gars? Vandaliser, c'est une chose, mais tuer des gens, c'est passible de perpète, vous êtes au courant? Pour ça, il faudrait qu'il y ait des témoins et des cadavres. Ne t'inquiète, restera plus rien quand on en aura fini avec toi. Même ta mère pourra pas t'identifier. Sans déconner, les gars, faites pas ça. On nous paye pour faire disparaître toutes les traces, y compris vos sales gueules de fouineurs. On fait partie de la race supérieure, branlos. Les hippies dans ton genre, c'est la vermine de notre société. Ouais, des youtubeurs de mes deux qui profitent du système. C'est comme des bronzés, toute la racaille qui vit au crochet de notre nation. Ah, parce que vous êtes pas de la racaille, vous. Putain, lui, je vais... Gutenberg lève son poing, mais son pote le retient. Lâche l'affaire, bébert. On garde ces petites merdes pour le dessert. Il fait cligner 2 fois ses yeux d'écrevisse ébouillantés. Ouais, mais je vais pas te louper, toi, avec ta grande gueule de communiste. Avant de te cramer, je vais bien te refaire le portrait à coups de matraque. Parce que je suis CRS de métier, moi. Et j'aime autant te dire que des hippies dans ton genre. J'en ai déjà rectifié un paquet. Sur ces paroles, il s'éloigne en ouvrant sa braguette. Son pote Nobel est déjà à l'œuvre. Mais en dis pas trop sur toi, bébert. Moins ils en savent, mieux c'est. On s'en branle. Ils sortiront pas d'ici, de toute façon. Et dans le rayon de leur lampe frontale, ils urinent en chœur, à l'endroit des 2 monticules. Eh, regarde, Nobel. On dirait de la glace qui fond. Ah ouais, c'est bizarre, ce truc. La croûte verdâtre, effectivement, se craquelle comme du givre et se dilue dans les urines des 2 salopards en formant une fine vapeur. Une odeur âcre me prend à la gorge. Ça irrite comme de l'ammoniac. À ce stade, on ne savait pas encore à quoi on avait affaire. On n'avait aucune idée des expériences qui avaient réellement eu lieu dans ce labo G22. Mais aujourd'hui, je sais. Parce qu'en m'enfuyant, j'ai pu récupérer ma caméra, mais également le cahier déchiré dont le chef de la bande avait utilisé les pages pour bâillonner Delphine. Je vous en avais parlé en début de vidéo. Il contient un compte-rendu des expériences, écrit de la main d'un des 3 scientifiques. Probablement les personnes dont les ossements jonchent le sol de la pièce où nous sommes prisonniers. J'ai dû confier ce cahier à la police pour l'enquête, mais avant, j'ai photographié toutes les pages avec mon portable. Ouais, j'ai fait ça, les amis. C'est presque illisible, car l'encre a déteint et s'est étalée sur le papier, mais certains passages mentionnent la créature à 2 têtes. Celle-là même qui est en train de se réveiller dans les effluves acides qui nous piquent la gorge et les yeux. Ses concepteurs lui avaient donné le nom de Purulus. Un monstrueux assemblage d'ADN de différentes espèces animales, associées au gène humain. Ouais, vous allez me dire, un petit peu dans l'esprit de l'île du Docteur Moreau, de l'écrivain H.G. Wells. Un visionnaire, je vous l'accorde. Sauf que là, c'était réel. Et que le monstre n'obéissait à aucune loi. Mélange de gastéropodes et d'un couple d'humains mâle-femelle, on avait combiné ces gènes avec d'autres espèces de mollusques et de reptiles dans le but d'élaborer un organisme pensant, capable de se régénérer et de survivre en milieu hostile. Le dernier essai mentionné dans le cahier aura été concluant. Et le Purulus a digéré ses géniteurs dans les sucs gastriques qu'il sécrète de ses glandes situées sur toute sa peau. Comme je vous le disais, il est bicéphale, mais aussi hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il est à la fois mâle et femelle. Ces 2 têtes portent de grandes similitudes avec celles d'un homme et d'une femme. Son double corps allongé se déplace par reptation, à la manière de 2 grosses limaces reliées entre elles par un appendice. Ça, je l'ai constaté de mes yeux. Le cahier mentionne aussi sa capacité à se rétracter, pour se larver dans les moisissures en cas de sécheresse ou de pénurie de nourriture. Alors le Purulus se met en veille en attendant d'être réhydraté, comme une soupe instantanée. N'ayant pu sortir du labo pour se nourrir, il est resté endormi dans cette pièce glaciale, jusqu'à ce que ces 2 abrutis viennent vider leur vessie sur lui. Voilà à quoi, sans le savoir, nous sommes confrontés à ce moment. Delphine a repris conscience et nous observons tous 3 médusés, le monstre qui prend forme. Qu'est-ce que c'est que ça?
deux membres de la bande reculent en refermant leurs braguettes. Ils ne quittent pas des yeux les monticules dont le sommet croûteux est en train de fondre. Pour le coup, nos airs ahuris nous mettent sur le même pied d'égalité. Sauf que nous, on est attachés. Tout le monde se met à tousser. Les vapeurs du purulus deviennent intenables. Les cloques se sont fendues en des cratères visqueux. De là, sortent telle une coulée de pu les demi-corps gélatineux du purulus. Un appendice, comme un tentacule de pieuvre, ou on pourrait aussi voir ça comme un cordon ombilical, s'extrait du cratère de gauche et se plante dans celui de droite. Et là, tout va très vite. La matière molle s'agglutine dans un bruit de succion et des moignons de tête commencent à apparaître au devant de l'amalgame. Gutenberg interpelle ses comparses restés à côté. « Eh les gars, il se passe un truc hallucinant ici, venez voir !» Les deux autres déboules et Einstein, le petit trapu, ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. C'est quoi cette fumée, putain? Fallait attendre avant de foutre le feu. Et on n'a pas mis le feu, Einstein. On a juste pissé sur le tas de débris là-bas au fond. Ça s'est mis à bouger en dégageant cette vapeur. Regarde le truc là-bas, ça bouge. Il y a un truc vivant, Einstein. Putain, mais qu'est-ce que vous avez foutu? La créature ressemble à présent à deux immenses limaces de sang coagulé. Chacune surmontée d'une tête difforme, avec des yeux laiteux, et une bouche qui s'ouvre et se ferme sur de longs filaments de bave. Son double corps s'étale comme une pâte molle et convulsive, tandis que de maigres bras s'extirpent de ses flancs purulents. Ce truc doit mesurer pas loin de 2 mètres, sur une envergure à peu près similaire. Mais je ne sais pas si ce sont les effets déformants des vapeurs. Il me semble qu'il continue de se dilater. Ces deux espèces de bras s'étendent et se rétractent. Vous voyez, à la manière des cornes des escargots. À la différence que ces deux appendices ne finissent pas en œil, mais en doigts spongieux. Et puis soudain, on a l'impression qu'il prend conscience de notre présence. Il se redresse tel un crotal. Comme le feraient ceux d'un iguane, les yeux de chacune de ces têtes pivotent lentement dans 4 directions différentes. Son regard glisse à la fois sur la bande des casseurs et sur les 3 prisonniers que nous sommes. 3 proies faciles qui tentent de ramper vers la sortie. Sauf que contrairement à cette monstruosité, la reptation n'est pas notre mode de déplacement le plus rapide. Je suis le plus proche de la sortie. Sortie bloquée par Einstein et Edison. Je me propulse quand même par là, en glissant sur mon huc, comme un asticot qui se tortille. Dans l'attitude de cet immonde amas d'ADN, j'ai perçu une forme de réflexion. Avant d'attaquer, il s'est demandé quelle serait la meilleure stratégie. Et il a vite compris qu'attaquer le plus proche de l'issue en premier lieu était la solution la plus fructueuse. Avec une vivacité qui ne laisse place à aucune réaction, le monstre glisse brusquement vers le groupe de la Sécuritade. Des langues poisseuses se déroulent de chacune de ses bouches, comme des fouets gluants qui viennent cueillir le bien nommé Edison et le chef Einstein à la gorge, pour les ramener à lui, comme un iguane chope une mouche. Les gars résistent, mais le purulus les tracte avec une force qui les renverse. Il les traîne comme des poupées de chiffon jusqu'à ses bouches béantes, munies d'une multitude de dents minuscules. Puis ses bras distendus les attrapent et il serre ses proies contre lui. Dans un bruit de viande qu'on pose sur une poêle brûlante, Einstein et Edison se dissolvent au contact de son corps corrosif. Les fibres synthétiques de leurs vêtements se mêlent à leur chair liquéfiée en une soupe rougeâtre que le monstre absorbe avidement. Et ça sent tout à coup encore plus mauvais, une odeur acide de vomissure et d'excréments. Et bientôt, sous les muscles fondus des deux types, les os se séparent et leurs squelettes se disloquent comme des tours de dominos. Au même moment, une gerbe de liquide jaunâtre jaillit des glandes situées sur le dessus des 2 corps grotesques de la bestiole. Touché, le surnommé Gutenberg se met à hurler, le visage entre ses mains. Son complice Nobel fait un pas vers la sortie, mais un autre jet atteint celui-ci à la tête. Et j'ai littéralement vu la peau de son crâne fondre et un trou se former au-dessus de sa nuque avant qu'il ne s'écroule en hurlant. Tout en continuant à ramper tant bien que mal sur mes fesses, je tourne à nouveau mon regard vers Gutenberg. Il retire les mains de son visage, qui n'en est plus un, comme vous le voyez sur les images de la GoPro. Vous remarquez que la chair de son nez, de ses lèvres et ses joues est soudée à ses mains et vient avec. On dirait qu'il enlève un masque poisseux.
Le monstre ne le laisse pas agoniser davantage. Il s'avance en glissant comme un char sur ses chenilles et fond de toute sa masse gluante sur l'ex-CRS. Ses vêtements, ses chairs, ses graisses et ses muscles sont gobés par le Purulus en une bouillie sanguinolente. Je continue de reculer, longeant le mur rugueux vers la sortie. Fonzie me suit en rampant de la même manière tandis que Delphine essaye de le doubler. L'air est devenu irrespirable. Et partout, des gouttelettes corrosives constellent les surfaces. Je ressens de fines brûlures, comme une bourrine bouillante, à travers les perforations de mon pull en acrylique. Subitement, mon ami est atteint par une giclée putride d'acide qui désagrège instantanément la moitié de son visage. Sa pommette fond comme de la cire et un cratère bordé d'une mousse grésillante se forme au niveau de l'os, laissant apparaître l'articulation de sa mâchoire. Il a roulé sur le ventre et je ne pourrai jamais oublier le regard éperdu qu'il m'a lancé avant que la bête ne l'attire à lui avec sa langue plus imparable qu'un lasso. Pétrifié, je regarde mon ami s'éloigner. Il tend une main dans ma direction, tandis que la bête immonde le traîne par les chevilles sur le sol maculé d'acide. Sa combinaison se déchiquette, puis son torse se décharne, laissant une traînée organique sur la chape de pierre. Sa cage thoracique racle le calcaire et se désarticule en produisant un bruit qui hantera mes nuits jusqu'à mon dernier souffle. Je ne sais comment, je parviens à atteindre le couloir et je roule hors de portée de la bête purulente au moment où elle se rue sur Delphine. L'acide a partiellement rongé mes liens et je libère mes jambes pour courir jusqu'au labo détruit. Sous la lueur froide des spots installés par les 4 casseurs, la scène ressemble à un spectacle d'apocalypse. Tout est retourné, broyé, mélangé. Avec l'énergie du désespoir, je frotte les liens en plastique qui enserrent mes poignets sur le rebord coupant du chariot renversé. Mais déjà j'entends la progression glutineuse de l'abjecte bicéphale en direction du couloir. Les effluves de son double corps nauséabond s'intensifient. J'entends ses organes mous se contracter pour s'exfiltrer par l'encadrement de la porte. J'ai réussi à libérer mes mains. Il y a là une lampe que je ramasse. La caméra et le reste du cahier des expériences sont à ma portée. Un éclair de lucidité, je les attrape avant de bondir hors du labo. Ces preuves me disculperont. L'horreur à mes trousses, je n'arrête pas de courir, sans savoir où je vais. Et je repense à Philibert Asper, mort dans la pénombre et le silence de ces catacombes. Sûrement dans une abominable agonie et tétanisé par la peur. Sa dépouille, oubliée durant 11 ans. À ce moment, je prie pour que la lampe tienne. Parce que, évidemment, vous vous en doutez, mais il est impossible de se diriger là-dedans sans le moindre repère visuel. Sans risquer de tomber dans une crevasse ou un canal d'évacuation. Et je ne vous révèle rien en vous disant que même avec la lampe, c'est un miracle que je sois parvenu à regagner la surface. Entre la panique et l'obscurité, j'étais incapable de me souvenir de chaque bifurcation empruntée lors de notre descente. J'ai tourné pendant des heures comme un rat à l'intérieur d'un labyrinthe. Les caméras ne filment plus depuis un moment, comme vous l'avez remarqué, parce que mon errance dans les méandres de ces foutues catacombes paraissait ne jamais vouloir finir. La batterie de ma lumière commençait à faiblir quand j'ai trouvé une paroi équipée d'échelons, puis une plaque d'égout au sommet. J'ai escaladé les barreaux, j'ai soulevé la plaque. Je me suis retrouvé au milieu des Champs-Élysées avec l'impression de sortir des entrailles de l'enfer. Le contraste entre les noirceurs putrides là-dessous et le scintillement de la ville lumière reflété sur les macadams poisseux m'a frappé comme une onde de choc. Je suis sorti, j'ai voulu crier au secours, mais j'ai refermé l'égout sans rien dire. Vous comprendrez que j'ai préféré éviter le métro pour rejoindre mon studio, à 1 heure de marche. Le seul survivant. Je suis le seul survivant. Les policiers m'ont demandé de rester à leur disposition durant l'enquête. Mais dès que possible, je quitte Paris et je conseille à tout le monde d'en faire autant. Parce que ce putain de Purulus se balade librement dans les sous-sols et va grossir en absorbant tout ce qu'il trouve, et je n'ai aucune idée de la taille qu'il peut atteindre. Mais si j'en crois ce que j'ai pu déchiffrer dans le compte rendu d'expérience, il prolifère tant qu'il trouve de la nourriture. Et il y a pire. J'ai bien peur de l'avoir ramené à la surface avec moi. Ou du moins, un fragment. Parce que depuis quelques jours, je suis pris de fièvre et de frissons. J'ai vomi plusieurs fois, et je tousse avant d'écoller la plèvre. Comme quand on est atteint d'une vilaine tuberculose, vous savez. Je crache des mucosités épaisses et jaunâtres. Et tenez-vous bien, les glaires s'agrippent à la porcelaine de mon lavabo et remontent la bonde quand je les évacue avec de l'eau.
Oui, j'ai honte à le dire, mais j'expectore des espèces de mollusques verts et jaunes qui remuent. Je crache littéralement des organismes vivants. Bien entendu, je suis allé faire des examens. Mon médecin très âgé a succombé quelques jours plus tard aux mêmes symptômes que moi. Et maintenant, sa secrétaire et les spécialistes que je suis allé voir ensuite, ainsi que leur personnel, ils viennent d'être confinés. En tant que patient zéro, je viens à mon tour d'être mis en quarantaine et soumis à des examens divers. Le personnel médical reste perplexe quant à mon état et à l'origine de l'étrange bactérie qu'ils observent sous la lentille de leur microscope. Le public doit être alarmé sur les dangers de cette horreur. Les politiques le feront sûrement quand les chercheurs auront défini la source du mal. Mais il sera sûrement trop tard. Alors je profite d'avoir encore accès à mon cloud pour terminer cette vidéo et vous la partager. Faites-en de même les amis. Diffusez l'atroce vérité autour de vous pour que le monde sache. Pour que le monde sache ce qu'est le Purulus. Tout le monde! Malgré les recherches dans les anciennes carrières parisiennes, pas de signalement du Purulus pour le moment. Mais j'ai la certitude qu'il coule désormais dans mon sang, et celui des gens avec qui j'ai été en contact. Il se répand en silence, et je crains que sous peu il se matérialise à la surface, surgissant des canalisations pleines du mucus recraché par les infectés. Des infectés dont vous faites peut-être partie désormais.